Salut, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale Coleoniatus radiata. Donc ce sont des couleuvres asiatiques pour ceux qui ne me suivent pas depuis le début. Il y a déjà quelques vidéos là-dessus. J'ai un mâle qui est couleur naturelle, tout ce qui est plus classique, possible hétérozygote albinos, et une femelle qui est par contre elle albinos, donc elle a un beau jaune un peu, limite un jaune un peu poussin. J'avais eu des œufs, il y en a donc deux qui ont incubé, qui ont réussi l'incubation. Ils ont été ouverts, donc les deux œufs ont éclos pour Pâques. Donc j'ai un peu du retard pour poster cette vidéo, je suis vraiment désolé. J'avais d'autres vidéos de programmer, je suis obligé de faire les vidéos à l'avance. Sinon je n'ai pas le temps de faire une vidéo dans la semaine pour le vendredi qui suit. Donc, je suis obligé de faire à l'avance mes vidéos pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème et que vous ayez toujours des vidéos du vendredi. Pour ceux qui veulent savoir, les deux petits sont déjà réservés. Ils étaient à 50 euros les juvéniles. Euh, Rien de spécial à dire de plus. Je vais vous montrer la petite séquence que j'ai tournée quand je vais vous montrer la petite séquence que j'ai tournée quand je me suis aperçu que les œufs avaient été ouverts. Alors là, nous sommes le dimanche matin de Pâques, on vient de manger du chocolat. Et les œufs, alors il y a deux œufs qui ont commencé à s'ouvrir. Alors je vous explique, elle avait répondu. Sur ce qu'elle a répondu, c'est tout ce qui reste. Le reste a pourri, donc ils étaient pas fiables. Donc il y a un œuf apparemment qui est en train de moisir. Je vais le contrôler. L'autre il va très bien, et par contre il est fiable parce qu'il y a bien les vaisseaux sanguins. Et là il y a ces deux œufs, donc ça y est, ils se sont ouverts dans la nuit. Je viens de le remarquer ce matin. Ça fait des petites bubules. Donc on va avoir nos premières couleuvres. D'ailleurs les bulles elles commencent à bouger, donc il y a quelque chose à l'intérieur. On va pas tarder à avoir nos premières couleuvres asiatiques qui devraient sortir. Et ben il me tarde de voir si ça sera du classique, si ça sera de l'albinos, si elles se portent bien. Parce que là c'est une première pour moi et en plus une première surprise. Parce que ce n'était pas du tout prévu. Alors là, quand c'est comme ça, les bébés, il faut à tout prix les laisser dans l'œuf, ne jamais les sortir, comme vous pouvez voir certains dans certaines vidéos qui les sortent un petit peu. Il y a le sac vitellin dans l'œuf et ils doivent finir d'ingérer le sac vitellin, d'absorber le sac vitellin pour pouvoir prendre des forces jusqu'au premier repas. Donc tant qu'ils ne sortent pas d'eux-mêmes de l'œuf en totalité, vous ne devez pas essayer de faire quoi que ce soit. J'étais sûr, et d'ailleurs on le voit bien dans la vidéo, qu'il y avait un bébé jaune dans l'œuf. Je croyais vraiment qu'il y avait un albinos. Ben, manque de peau, j'ai deux classiques, donc je n'ai toujours pas réussi à prouver le gène du mâle. Comme vous pouvez le voir au début de la vidéo, c'est quand même une espèce qui a un comportement assez, entre guillemets, agressif. C'est vraiment un comportement sur la défensif et qui n'hésite pas à attaquer pour se défendre, ce qui est un comportement tout à fait normal chez un serpent qui vient de naître. Comme on le dit, un juvénile qui vient de naître, un serpent qui ne se défend pas dans la nature est un serpent mort, tout simplement. Alors là, nous sommes toujours le même jour, mais nous sommes en plein milieu de l'après-midi. Et d'après ce que j'arrive à voir, il y en a un qui est sorti de l'œuf, le coloris naturel, hein, qui n'est pas albinos. Donc je vais ouvrir discrètement. Et puis on va essayer d'observer, voir un peu comment il est. S'il est pas mal formé, si tout se passe bien. Alors c'est de la couleuvre asiatique, c'est vraiment une première pour moi. Je ne sais pas du tout au niveau du comportement comment ça va se passer. On va voir ça ensemble. Voilà le petit bébé. Bon, il est tout mignon. Voilà, bah, il est juste à côté de son œuf. Ouh! Ouais, c'est vraiment... Voilà. Ah oui, oui, c'est des vraies saloperies. Il est...
Et voilà. Ouais, là, il a un peu de vermiculite. Déjà un fort petit caractère. J'espère que vous allez bien le voir. Bon, bah, actuellement, je ne vois aucun défaut, hein. Juste un petit peu de vermiculite sur lui. Voilà, il a vraiment le comportement sauvage qui fait que dans la nature, de toute façon, c'est son seul moyen de défense. Pour lui, tout ce qui est plus grand, c'est un prédateur. Donc ça a déjà un fort comportement. Je voyais ça un peu plus petit quand même. Alors voilà, j'ai réussi. J'ai réussi à reproduire cette espèce. Coleonatus radiata. C'est un naturel, donc hétérozygote albinos. Alors, je vais vous représenter les parents et je vais vous représenter les deux petits qui sont nés. Il reste donc deux œufs, dont un, je ne pense pas qu'il soit fiable du tout. L'autre, il a bien les vaisseaux sanguins, il se porte à merveille. Donc, on devrait, si tout va bien, avoir un bébé de plus d'ici 2 mois. Mais je pense que ça s'arrêtera là, à moins que la femelle fasse encore une portée. Alors le mâle, le voici. Comme ça, en même temps, vous avez une idée déjà de la taille que ça peut faire. Bon, là, en plus, ils peuvent grandir plus que ça encore. Alors, je n'ai pas de souci au niveau du comportement. C'est une espèce qui est quand même très speed. Mais après, il n'y a pas... elles ne cherchent pas vraiment à mordre, elles cherchent plus à intimider. Une fois qu'elles sont adultes, j'ai remarqué. Enfin, les deux que j'ai ne mordent pas vraiment. Et puis, même à cette taille-là, c'est une espèce qui, je suis sûr qu'à la morsure, fait moins mal qu'un python rhésus qui vient de naître. Alors ça, c'est le mâle, hein. Le mâle classique, c'est la coloration de base que l'on retrouve dans la nature. Après, c'est un serpent voilà, qui est un peu speed, mais qu'il faut mettre en confiance, qui se gonfle au niveau du cou. Ça fait un peu genre cobra, mais dans l'autre sens en fait. Quand il se gonfle au niveau du cou, il se met en S, il souffle. Voilà. Donc c'est un serpent que j'aime beaucoup, surtout plus au niveau du comportement que du physique. C'est des serpents qui ne sont pas bien chers, hein, les Coleonatus radiata. Il y a d'autres espèces de Coleonatus aussi, de sous-espèces, comme les Elena par exemple, qui sont un peu plus jolis, un peu plus petits. Voilà, ils se gonflent au niveau de la gorge. Après, il ne faut pas craindre le serpent, hein, ça fait pas, même si à la limite ça mord, ça fait pas bien mal. C'est pas des serpents qui font des, ce ne sont pas des constricteurs, donc ils ne font pas de constriction à la base, ou très peu du moins. Un petit peu peut-être pendant le nourrissage. Voilà, ils sont assez craintifs, hein. C'est des serpents très craintifs qui ont vraiment un instinct sauvage, avec la petite queue qui bouge pas mal en fin de compte quand ils sont excités. Qui sont sur la défensive, ce sont des serpents qui bougent beaucoup la queue. Voilà, c'est vraiment... Le mâle fait à peu près, pour vous donner une idée, dans les 1,20 m de long pour le moment. Il n'a pas du tout fini de grandir, il fera dans les, je pense, 1,50 m, voire 1,70 m. Peut-être qu'il pourrait atteindre 2 mètres pour les plus gros individus, mais personnellement, sur cette espèce-là, je n'y crois pas trop. Après, toujours pareil, les reptiles grandissent tout le long de leur vie, donc plus il sera âgé, plus il sera grand. Voilà, c'est vraiment, je tiens vraiment à présenter cette espèce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui coûte pas très cher, qui est très accessible et qui a un comportement qui sort totalement de l'ordinaire. Ce qui change, mettons, dans les couleuvres des Pantherophis, ça change de, voilà, les couleuvres asiatiques changent beaucoup au niveau du comportement comparé aux couleuvres américaines.
Ça, c'était le mâle. Si j'arrive à m'en défaire. Donc il y a du marron clair, un peu de beige, du noir et du blanc. Un terrarium d'1 mètre par 50 et par 50 de haut est très bien pour un individu. Vraiment, pour bien faire, il faudrait carrément des terrariums d'1 mètre 20 de long. Je pense que 1 mètre 20 de long, avec pas mal de branches, parce que c'est des serpents qui y voient très très bien, et des cachettes un peu, parce que je compte vraiment travailler sur un terrarium plus tard pour cette espèce-là, et faire des cachettes un peu comme des nids d'oiseaux qui vendent en magasin, donc un peu carré ou en maisonnette avec un trou de cette taille-là à peu près. Ça serait sympa, comme ça ils peuvent se mettre dedans. On peut même faire une partie pondoir à l'intérieur de ces cachettes-là. Après ils se retirer, se mettre sur les branches. C'est des espèces vraiment, je suis à fond dans les couleuvres asiatiques moi. Alors ça c'est la femelle, on voit bien le jaune poussin. Alors il y a des femelles qui sont beaucoup moins contrastées que celle-là. Je l'avais acheté aussi comme le mâle d'ailleurs à Exotic Factory. Et ce jour-là, il y avait eu pas mal de choix au niveau de ces couleuvres-là. Notamment au niveau de la coloration albinos. C'est vrai que c'était la plus contrastée, mais elle était plus petite et plus chétive que les autres. Mais je l'ai prise parce qu'elle était plus contrastée et j'ai bien fait parce que le contraste du jaune comme ça, vraiment un jaune un peu poussin là, et ben, elle a gardé. Donc elle est quand même en grandissant, très contrastée. On va la sortir. On y va doucement. Puis vous voyez, hein, c'est pas... C'est une espèce que j'ai réussi quand même progressivement à mettre un petit peu en confiance. Alors comme elle a pondu des œufs, forcément elle a un petit retard par rapport au mâle. Elle a maigri. J'espère qu'elle ne répondra pas personnellement, qu'elle puisse continuer sa croissance, reprendre du poil de la bête pour avoir vraiment une belle femelle. Très speed. Toujours pareil, dans les 1,20 m à peu près. Alors voilà, c'est une espèce qui bouge beaucoup. Même au niveau du ventre, c'est quand même relativement jaune. C'est quand même assez jaune, même au niveau du ventre. Voilà, on peut le voir. Alors là, je donne de la souris adulte une fois par semaine. On pourrait donner du petit rat, du poids de la souris adulte, hein. Moi, j'ai des souris en ce moment, donc je leur donne des souris. Mais j'ai déjà donné du rat, il n'y a vraiment aucun problème. Après, au niveau du nourrissage, ça pose vraiment pas de problème. Les couleuvres asiatiques sont des très bonnes mangeuses en général. Elles n'apprécient pas vraiment la manipulation. Là, je le fais pour la vidéo, mais je ne suis pas du genre à manipuler mes serpents. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas de signe d'agressivité. Il faut la laisser, faut pas la serrer, la tenir, il faut la laisser se déplacer par elle-même. Elles ne sont pas arboricoles, mais je pense qu'elles sont quand même un peu semi-arboricoles. Qu'elles n'hésiteraient pas à se retrouver en hauteur. Voilà. Elle est très longue et très fine. Elle a une bonne morphologie pour monter aux arbres. Voilà. Et voilà. Et bien maintenant on va voir les petits.
Donc on va les laisser se calmer un peu. Et on va voir ce que ça donne au niveau des juvéniles. Alors pour les juvéniles, les boîtes que j'ai utilisées, j'ai quand même mis du scotch pour boucher un peu les aérations. Parce que bon, à mon avis, elles peuvent quand même s'y faufiler parce qu'elles sont vraiment petites. On va enlever l'eau aussi. Et on y va. Je ne vais pas les sexer moi-même. Je les ferai sexer par le patron, donc Nicolas d'Exotic Factory. Je ne vais pas les sexer moi-même parce que je n'ai pas l'habitude de sexer des couleuvres. Alors pour les pitons, il n'y a vraiment aucun problème. Pour les serpents plus épais, les pitons, les boas, il n'y a pas de souci. Mais je me vois mal introduire une sonde sur des couleuvres aussi petites. Je préfère laisser faire des professionnels et être sûr en plus de... Voilà. Si Nicolas, lui, sexe les juvéniles, le sexe sera certifié. Alors ce sont des classiques, mais comme la mère est albinos, ils sont 100% hétérozygotes albinos. Donc là, un des bébés. Et là, le deuxième. Alors on va essayer de les mettre l'un à côté de l'autre, que vous puissiez un petit peu plus, peut-être un peu plus comparer. Ils ont l'air d'être plus ou moins pareils. Peut-être que celui-là est plus clair que celui-là à côté. Ils ne sont pas du tout en période de mue, ils n'ont pas les yeux opaques. Je ne vais pas faire comme les pitons à attendre la première mue pour leur donner à manger. Je vais directement les nourrir avant la première mue. Ça ne risque rien du tout, hein. Du moment que les yeux n'ont pas commencé, que le processus de mue n'a pas commencé à s'établir, il n'y aura pas de problème. C'est des couleuvres, ça digère quand même très vite. Elles auront largement le temps de digérer la proie avant de commencer le processus de mue. Je n'ai pas trop envie de laisser des couleuvres asiatiques sans manger le temps de la première mue, même si elles ont bien absorbé le sac vitelin qui se trouvait dans l'œuf. Voilà, je préfère les booster un peu dès le début. Donc ça sera 2 proies par semaine. Donc déjà une proie, je vais attendre la première mue. Et ensuite, une fois que la mue sera faite correctement, je ferai 2 proies par semaine, donc au rosé de souris. Nous allons essayer de les nourrir en vidéo pour la première fois, voir comment ça se passe. Alors voilà 2 rosés de souris que je décongèle vite fait comme ça à l'eau chaude. Alors pour décongeler, je prends de l'eau brûlante mais du robinet. C'est pas moi qui chauffe l'eau. Je prends l'eau qui sort du robinet, hein. Je ne vais pas la chauffer à la casserole. L'eau est brûlante, je la mets dans une... Là, je mets dans un bol parce que c'est juste 2 rosées de souris, hein. Sinon, je prends une casserole ou sinon, je prends des seaux, des récipients beaucoup plus gros pour que l'eau refroidisse le moins possible le temps du processus de décongélation. Donc là, c'est dans un bol. Vous pouvez voir que sur les rosées de souris, il y a plein de taches blanches. Alors, ça arrive souvent quand on achète des rosées de souris congelées. Je pense que c'est pendant le processus de congélation ou le temps qu'ils ont été congelés. Je n'ai jamais eu de problème. Je ne jette pas les sachets de souris parce qu'ils ont des taches blanches. Donc, je les donne. On les voit sur les rosées de souris. On ne peut pas les voir sur les rats ou les souris ou les mastomys qui ont déjà du poil parce que là, c'est directement sur la peau. Donc, à partir du moment qu'il y a du poil, on ne voit plus ces taches-là. Mais sur les rosées de souris et de rats, de temps en temps, on tombe sur des sachets où c'est tacheté blanc comme ça. Mais enfin, la proie en elle-même n'est pas pourrie ni rien, il n'y a vraiment aucun risque pour votre animal. Donc il n'y a pas de problème. Quand on peut éviter de jeter de la nourriture comme ça, surtout que c'est des animaux qui ont été tués, si on peut éviter de les jeter, on évite quand même. Enfin, le serpent ne craint rien du tout, hein. Je préfère le préciser. Ça va pas tarder à se décongeler parce que comme c'est du rosé de souris, ça va relativement très vite. Si vous mettez de l'eau trop brûlante ou que vous chauffez l'eau au micro-ondes ou à la casserole,
ou que vous laissez votre proie trop longtemps dans l'eau chaude, il se pourrait que ça se déchire au niveau du tissu, que ça éclate au niveau de la constriction. Genre un rosé de rat que vous donnez à un python Rhésus, admettons, rien que à la constriction, ça peut éclater le rat. Enfin, c'est super dégueulasse. Il faut bien décongeler sa proie sans pour autant derrière que la proie soit vraiment abîmée par l'eau chaude. Bon, elles n'ont pas voulu manger, ce qui est tout à fait aussi normal. Elles sont sorties de l'œuf il y a à peine un jour. Donc, comme elles ont absorbé aussi le sac vitellin qui se trouvait dans l'œuf, ce qui leur a permis d'avoir des réserves le temps du premier repas, il ne faut pas s'alarmer, c'est rien de grave. Je pense, soit je vais attendre la mue, soit je vais attendre 1 ou 2 jours. S'ils commencent toujours pas leur processus de mue, j'essaierai dans 1 ou 2 jours une nouvelle fois pendant 2 minutes. Et si ça ne marche pas, j'attendrai après la mue. Il ne devrait pas y avoir de soucis pour cette espèce. Après, c'est tout à fait normal. Ils ne doivent pas avoir faim s'ils ont absorbé le sac vitellin qui se trouvait dans l'œuf. Ils doivent avoir le bide déjà plein en attendant le premier repas. Donc ben, on va mettre un nouveau sopalin et on va remettre un peu les cachettes. Bon, ça peut mordre, hein, ça passe pas du tout au travers. Alors là, par contre, avec surveillance, parce que je ne sais pas trop pour cette espèce comment ça se passe. Il ne faudrait pas qu'elle s'attaque entre elles. Donc avec surveillance. Voilà, le sopalin. Bon, en principe, hein, on met une cachette. Mais ce qui arrive le plus souvent, c'est qu'elles se cachent sous le sopalin au lieu de se mettre sous une cachette. L'eau à changer tous les jours. Et on reprend la petite qu'on va mettre dans la cachette. Voilà. Ça évite le stress. On y va doucement. Et on va lui foutre la paix. Probablement jusqu'à la première mue. Donc on lui fout la paix tranquillou. Et on verra après la première mue. Ça, c'est une cachette beaucoup trop grande, hein. Normalement, je vous conseille quand même de mettre des cachettes très confinées. La noix de coco de tout à l'heure était très bien. Après, ça va, il n'y a pas mort d'homme non plus. Elle se portera très bien là-dedans. Au niveau des conditions, c'est une espèce qui n'aime pas vraiment les fortes chaleurs. Donc 28-29 degrés au point chaud est largement suffisant pour cette espèce. La nuit, vous n'avez pas besoin de chauffer. Si vous avez le terrarium à entre 21 et 22 degrés, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas entre 21 et 22 degrés, vous pouvez toujours chauffer en faisant un décalage jour-nuit. Sinon, chauffer à la même température jour comme de nuit, du moment qu'il y a un point froid et un point chaud. C'est une espèce par contre qui aime beaucoup l'humidité. Moi pour l'instant, je mets du sopalin avec un petit bac d'eau. Je vaporiserai un petit peu le sopalin sans que ça soit détrempé. Juste vaporiser un petit peu le sopalin parce que c'est une espèce qui est très sujet à la déshydratation, surtout quand ils sont juvéniles. Le mieux, c'est de mettre un genre d'éclat de coco, du substrat de coco qui garde bien l'humidité ou carrément de la sphaigne. Mais pour bien contrôler la santé de votre juvénile et pour bien contrôler qu'il n'y ait pas de problème au niveau du nourrissage, je vous conseille quand même de mettre du sopalin les premières semaines. Alors je profite de cette vidéo pour vous remontrer les Antaresia childreni. C'est une espèce peu courante en France cela nous viennent d'Allemagne grâce à des connaissances qui ont pu me procurer ces spécimens-là. Donc nous avons un couple et non consanguin de cette espèce. Alors là, il y a un tempérament un peu plus fort. C'est une espèce qui nécessite quand même un peu plus d'attention. Ce sont des pythons australiens très très morphales qui pensent qu'à bouffer. Alors nous, on les nourrit une fois par semaine avec un rosé de rat en général ou du blanchon de souris de la taille adaptée.
Et là, ces temps-ci, ils ont quand même assez grossi. Et je voulais profiter d'une vidéo, donc autant le faire sur celle-là, pour vous les remontrer. Plus ça va et plus j'adore cette espèce et il me tarde de pouvoir plus tard les reproduire et en proposer de temps en temps à la vente. Surtout qu'on retrouve souvent des Antaresia maculosa en France et très peu d'Antaresia schedrini qui sont encore un peu plus petits que les maculosa, avec un dessin beaucoup moins prononcé. Ce sont des spécimens qui se jouent beaucoup sur les reflets. Faites pas attention, il va falloir que je nettoie le sopalin en même temps. Voilà. Alors on prend une pince. Voilà, là nous avons le mâle. Je ne vais pas trop m'amuser à les toucher, surtout que j'ai manipulé du rosé de souris. Donc ils doivent bien sentir la proie. Bah, à la limite, on va même leur donner, comme ils n'ont pas mangé les autres, ça nous évitera de jeter les rosés de souris. Donc j'en profite. Allez, tiens. Voilà, bon, c'est juste un petit casse-croûte, hein, parce que là, c'est vraiment pour pas les jeter. Comme ils n'ont pas voulu, les juvéniles, on va pas recongeler les rosés de souris. C'est pas bon du tout de faire ça, donc autant les donner aux Antaresia. Alors il y a une espèce d'Antaresia qui est encore plus petite, ce sont les pygmées, il me semble. Il va falloir que je regarde ça. Et donc c'est une espèce aussi qui est aussi très difficile à trouver en France et qui serait plus petit encore que ces Antaresia là. Voilà, il est déjà en train d'avaler. Alors le mâle il est un peu plus joli, il est un peu plus clair, donc on voit un peu plus les dessins. La femelle vous la verrez tout à l'heure, c'est vrai qu'elle est moins contrastée, ça se joue beaucoup plus sur le reflet et beaucoup moins sur le pattern. Ça permet vraiment d'avoir du petit python chez soi qui reste aussi de très bons mangeurs. Parce qu'en général, les pythons sont quand même des serpents assez grands, assez massifs, ou enfin voilà, au moins des serpents massifs. Là, pas du tout. C'est quand même une espèce qui va être bien plus petite qu'une Pantherophis guttatus. Là, ils sont loin d'être adultes, hein. Il en reste, mais c'est quand même une espèce voilà, qui sera plus petite que du Pantherophis guttatus. Qui a un comportement un peu plus nerveuse, beaucoup plus foncé, donc on les reconnaît bien. Tiens. Bon, c'est vraiment le casse-croûte, hein. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça traîne pas pour essayer de manger. Mais là, cette taille-là, ça mange facile du rosé de rat ou du blanchon de souris, vraiment très facilement, hein. Ça fait déjà l'épaisseur d'un... Oui, à peu près l'épaisseur d'un petit doigt, hein, l'air de rien. Pour vous donner une idée, l'épaisseur d'un petit doigt d'un homme de 30 ans. Ah, forcément, si elle essaie pas de manger par la tête, elle va avoir un petit peu de mal, même pour une proie aussi petite. Mais bon, elle se débrouillera, je lui fais confiance. C'est vraiment une magnifique espèce qui gagne vraiment à être beaucoup plus connue. Et voilà, dès que je peux faire de la reproduction avec cette espèce-là, je le ferai. D'ailleurs, comme j'ai une femelle Antaresia maculosa adulte, ça serait bien qu'à l'occasion, j'arrive à trouver un mâle adulte, ce qui me permettrait d'essayer de la reproduction sur les Antaresia, voir comment ça se passe. Voilà, elle commence à trouver la tête. Bon, on a remis tout le monde dans les racks d'élevage. Alors, les serpents. Ça, c'est un livre que je vous conseille parce que c'est voilà, c'est l'Atlas de la terrariophilie, volume 1. C'est sur les serpents. Il me semble qu'ils ont changé l'édition et que la présentation est peut-être un petit peu différente ou ça reste le même livre, hein. Et alors à l'intérieur, vous avez bon, vous avez quelques trucs sur les serpents en général, hein, des informations
sur les terrariums, les racks d'élevage, dans la nature, comment ça se passe. Donc je regarde ça. Et en fait, tout est trié, tout est répertorié. Donc vous avez beaucoup d'espèces, pas toutes, hein, mais vous avez quand même beaucoup d'espèces que l'on trouve en captivité. Les espèces qui sont soumises au CDC, les espèces qui ne sont pas soumises au CDC. Je rappelle que toutes les espèces que je présente sur ma chaîne YouTube ne sont pas soumises au CDC et à l'AOE en France, il n'y a pas d'autorisation spécifique pour les posséder. Donc les espèces que je présente, vous pouvez normalement, si vous êtes en France, les posséder sans trop de problèmes. Voilà. Alors les Antaresia sont... Alors attendez, ça ce sont les Eryx. Voilà. Antaresia childreni. Alors l'espèce que vous venez de voir, c'est celle-là. Et là, ils font un petit briefing vite fait, reproduction, maintenance, terrarium, la description et la biologie. Là où vous pouvez le trouver, la taille moyenne, les températures jour et les températures nuit, le nombre en humidité, la difficulté. C'est pas toujours exact, c'est pas toujours... Ça vous permet d'avoir quelques repères et avoir une petite idée de l'espèce, hein. Ça ne vaut pas l'expérience de certains éleveurs amateurs comme professionnels. Mais déjà, ça vous donne un ensemble global. Là, vous voyez, c'est l'Antaresia childreni, celui de tout à l'heure, hein. On le retrouve au nord de l'Australie, nord-ouest du Kimberley, jusqu'à la base de la péninsule du Cap York. Enfin, je ne vais pas tout vous lire, hein. C'est une espèce qui fait entre 80 cm en moyenne et 1,10 m. C'est quand même beaucoup plus petit que de la Pantherophis guttatus par exemple. Ce sont des très bons mangeurs. Ça vous permet voilà, d'avoir du python, mais plus gabarit couleuvre, tout en étant des très gros morphales. Ça aime le sec, hein, c'est des températures 30 degrés, 25 points froid, 28 la nuit, 22. Bon, jour-nuit, nous on fait plus ou moins pareil. Chez moi, dans mon élevage, il n'y a pas vraiment de différence jour-nuit, à part les lumières qui s'éteignent. C'est toujours mieux si vous pouvez respecter les températures jour-nuit. Donc ça, c'était l'Antaresia childreni, qui n'est pas le plus grand ni le plus petit. Ça, c'est le maculosa. La photo n'est pas trop contractuelle non plus, hein. Il a dû y avoir un putain de flash qui s'y est foutu. Mais la maculosa, c'est quand même celle qu'on retrouve le plus en France actuellement. Toujours pareil, c'est Australie. Donc 30 degrés, 25 points froid, 28 la nuit, 23 points froid la nuit. La maintenance, c'est nickel, hein, c'est vraiment très simple, c'est vraiment des serpents pour les débutants. Et au niveau de la taille, elle fait entre 1 m et 1,70 m. Donc déjà, elle est plus, voilà, elle est vraiment plus gabarit, taille, poids, épaisseur, c'est beaucoup plus proche de la Pantherophis guttatus. Je me rabats toujours sur la Pantherophis guttatus parce que c'est quand même des espèces que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est pour vous donner une idée d'une Antaresia, comment ça devient. Donc la maculosa est quand même relativement plus grande que la childreni. Et ensuite, il y a la pertensis. Voilà, c'est celle-ci que je vous parlais. Moi, je vous avais dit pygmée. Mais oui, on l'appelle aussi comme ça, python pygmée, ouest de l'Australie. Alors le pertensis, c'est vraiment un futur projet aussi. Les juvéniles en difficulté, c'est 4. Je pense que c'est surtout au niveau du nourrissage la grosse difficulté. Pour vous donner une idée, c'est une espèce adulte qui fait 48 cm à 70 cm seulement. C'est un Antaresia qui est un très bon mangeur aussi. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés en captivité, même voire pas du tout. La seule contrainte, c'est que c'est un serpent qui n'est même pas capable de manger du rosé de souris, tellement c'est gros pour les juvéniles qui viennent de naître. Donc là, il faudrait carrément essayer de nourrir avec de la cuisse de rosé de souris pour pouvoir les démarrer et qu'ils prennent du poids rapidement. Donc c'est ça la difficulté, c'est qu'en fait, vous allez acheter des rosés de souris congelés. Et je vous conseille de récupérer les cuisses de rosée de souris pour pouvoir les nourrir. Ou sinon avoir vraiment des portées de souris vraiment très petites. Mais c'est voilà, la difficulté ce jour-là, parce que là on est vraiment sur des espèces très petites en étant juvéniles, mais vraiment petites. Et après il y a la Simpsonie aussi qui est magnifique, espèce d'Antaresia. Toujours pareil, 30 degrés point chaud, 25.
là un partout, donc c'est assez facile, elle fait entre 90 cm et 1,40 m. Elle se rapproche beaucoup de la maculosa. Moi je suis vraiment fan des Childreni en général. Voilà les maculosa qu'on peut retrouver en captivité, mais les Antaresia que l'on peut retrouver en captivité, surtout les maculosa, sont les plus courantes en captivité. Après, il va falloir regarder dans les bourses en Allemagne si vous voulez des choses qui sortent un peu plus ordinaires. Et forcément, les prix ne seront pas les mêmes. Et voilà, j'espère que cette vidéo spéciale juvénile petit serpent vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le like. C'est vraiment votre façon à vous de me soutenir à moi. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo à vos amis dans les réseaux sociaux. Ça pourrait aider du monde et m'aider aussi à pouvoir me faire un peu plus connaître. Je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!